Alors aujourd'hui une petite vidéo, voilà, commencer comme ça. Aujourd'hui une petite visite du jardin du Grand Jas. C'est un jardin que l'on a acheté en 2009 avec ma compagne, donc il se situe sur la commune de Brasse dans le Var. C'est un terrain qui fait 4500 mètres carrés, situé au bord d'une rivière qui s'appelle le Coron. Donc il est à 500 mètres du village. La terre de ce lieu est assez argileuse. Donc quand on a récupéré cette terre, elle était vraiment très compactée parce qu'il y a eu pas mal d'agriculture avant nous, donc qui a détruit la vie de ce sol. Et c'est un sol qui a été maltraité, donc très compacté. Il y avait très peu d'espèces végétales. Il y avait un peu de chien-dent, un peu de prêle. Il y avait des cardères, un peu de potentilles et puis rien d'autre. Maintenant, on a énormément de biodiversité végétale et pareil au niveau de la vie du sol, on a beaucoup de vers de terre maintenant, beaucoup d'insectes, de carabes, d'orvets. Bon, quand on a acheté ce terrain, il n'y avait pas d'infrastructure. C'était un terrain tout plat, hormis le tilleul au bord de rivière et un petit cabanon en béton. Voilà, donc tout ce que vous allez voir, c'est nous qui l'avons créé avec nos petites mains. Donc le but de cet achat, c'était notamment dans le cadre de l'association La Graine Indocile, c'était de montrer comment on pouvait rendre des lieux productifs, accueillant pour la biodiversité et qui régénère les sols, en fait, comment rendre vie à un sol qui est mort tout en produisant de l'alimentation. Ça a plutôt bien marché. Un autre but de l'achat de ce terrain, c'était aussi de produire l'alimentation pour ma famille, on est 4 personnes, et aussi faire du surplus pour vendre des paniers de légumes. Donc j'ai vendu des paniers de légumes pendant 2 ans. Maintenant, ce lieu de terrain, je fais plus vraiment de maraîchage commercial, c'est plutôt un lieu d'accueil. On a créé des jardins partagés, on a mis un poulailler qui est en partage également. Voilà, il y a aussi quelque chose qui a été fait, c'est que ce jardin, on a planté énormément d'arbres fruitiers. Le but, c'est à terme, pour l'instant c'est un potager surtout, qui se transforme doucement en verger potager. Et à terme, le but c'est d'atteindre plutôt une forêt comestible. Donc on a planté, j'ai planté à peu près 600 arbres, dont 350 variétés d'arbres fruitiers. Donc il y a vraiment énormément d'arbres fruitiers, il y a une quinzaine de pommiers, il y a des cerisiers, des poiriers, des plaques miniers, beaucoup de pruniers, des néfiliers, azimiers, maillets, kiwis, vignes. Vraiment énormément d'arbres fruitiers qui ont été plantés ici. Donc ça permet de montrer qu'on peut planter beaucoup d'arbres fruitiers sur un terrain. Et puis voilà quoi, en avant pour la visite. Donc là on est à l'entrée du terrain, sur la zone marécageuse. C'est une zone relativement sauvage où on essaye de laisser se développer la végétation spontanée. Donc on a une végétation particulière à des zones marécageuses comme de la prêle, la baille et de la salicaire. Il y a quand même quelques arbres fruitiers qui ont été plantés et qui réussissent assez bien en zone humide. Donc il y a des pruniers, noisetiers, figuiers, mûriers, des saules, des peupliers, des bambous, des cannes de Provence, j'en oublie, mais voilà à peu près. On a une source qui passe juste en dessous, donc même pas à quelques mètres, on a de l'eau toute l'année. Donc on a profité de cette source pour faire une assez grande mare, on a creusé ça à la pelle, à la bêche. Donc l'utilité de creuser cette mare, déjà on a récupéré toute la terre qu'on a sortie du trou pour faire des constructions. Sur ce terrain on a fait des toilettes sèches, donc on verra tout à l'heure. Les murs des toilettes sèches sont faits avec la terre de la mare. Je suis en train de construire ma maison aussi, donc j'utilise la terre de cette mare pour faire des murs en terre paille-sable. Voilà, on a aussi créé des volumes grâce à cette terre. Donc des buttes où on cultive des plantes qui supporteraient pas d'avoir les pieds dans l'eau. Grâce à la terre de la mare, on a fait des buttes. Et on a aussi surélevé le chemin d'entrée du terrain. Donc comme on est juste à l'entrée et que c'est une zone marécageuse, quand il pleut beaucoup, l'eau avait tendance à monter et on pataugeait pour pouvoir rentrer sur le terrain. Le fait d'avoir fait un chemin d'accès grâce à cette terre surélevée, on peut maintenant rentrer quasiment toute l'année sans avoir besoin de mettre de bottes. Un autre intérêt de cette mare, c'est d'attirer énormément de biodiversité. On a pas mal de grenouilles, libellules, des couleuvres, des ditiques, des agréillons. Et contrairement à des idées reçues, c'est qu'on n'a pas de moustiques en fait autour de cette mare. Ou s'ils viennent se reproduire, en fait, ils sont mangés très rapidement. On a aussi une biodiversité végétale. On a des roseaux, des iris des marais, on a des massettes à larges feuilles. Donc le fait d'avoir une mare, ça permet d'avoir de cultiver des plantes comestibles en zone marécageuse qu'on pourrait pas faire autrement. Donc notamment la massette, c'est une très bonne plante dont on mange les rhizomes une fois bouillis. C'est excellent, ça a un goût d'asperge. Il y a 2 ans, il y a eu des inondations qui a fait que la rivière du bout du terrain a débordé et nous a ramené des poissons dans cette mare ainsi que des crevettes. Ce qui nous a permis de remarquer en fait que les poissons peuvent durer des années dans cette mare et ne détruisent pas la biodiversité déjà présente parce que il y a tellement de cachettes en fait que les larves d'insectes peuvent se cacher, les têtards aussi peuvent se cacher et donc on peut avoir des poissons et maintenir la biodiversité, ce qui nous incite peut-être à plus tard faire de la pisciculture et augmenter ainsi la productivité de l'ensemble du terrain. Une autre utilité de cette mare, c'est d'avoir de l'eau enrichie en fait
avec les excréments des poissons et des grenouilles et tous les oligo-éléments qui sont dans cette mare. Je l'utilise pour arroser mon potager qui se trouve à quelques mètres de là. Et de temps en temps, on cure le fond de la mare pour récupérer la vase et l'argile. Ça nous permet également de créer des zones de culture enrichies grâce aux excréments de poissons et des déchets végétaux qui se trouvent au fond de cette mare. Voilà. Donc là, on se trouve dans un de mes potagers. Donc il se situe juste à côté de la mare. C'est un de mes potagers en fait parce que j'ai plusieurs potagers. J'ai un autre jardin à côté de mon habitation. Donc c'est pour ça que ce jardin-là est assez petit, mais il est vraiment très productif. Je cultive ce potager au pied des arbres fruitiers qui ont été plantés. L'avantage de faire ça, c'est que les arbres fruitiers bénéficient des soins que j'apporte à mon potager et les plantes potagères bénéficient de la légère ombre que produisent pour l'instant les arbres fruitiers. Donc là, on a un noyer juste à côté de mes courgettes, courges, maïs, tomates, salades et bien d'autres que j'oublie. Un des buts de ce jardin, c'est de me produire une partie de mon alimentation. Donc ça marche très très bien. Et je fais aussi mes semences dans ce jardin-là. Donc, enfin, une partie de mes semences. Donc les semences de laitue, les semences de tomates, maïs et tout ça, c'est produit dans ce jardin ici. Et un des autres intérêts de ce jardin, c'est d'avoir l'utilité d'exemple pour le jardin partagé qui se trouve juste à côté. Ça permet d'inspirer les jardiniers du jardin partagé pour qu'ils voient qu'on peut avoir de bonnes productions sans rajouter d'engrais, sans utiliser de pesticides, sans labourer la terre, avec pratiquement pas d'arrosage. Donc là, on peut constater que le sol est toujours paillé. Ici, j'utilise de la paille du céréalier bio du village. Mais à terme, une fois que tous les arbres auront poussé, l'idée c'est d'utiliser uniquement la biomasse produite sur le jardin grâce aux arbres, donc les feuilles, les branchages, pour devenir autonome en paillage, qu'on ne soit plus obligé de faire venir des matériaux de l'extérieur. L'avantage du paillage, c'est entre autres d'avoir peu d'arrosage à faire, d'avoir beaucoup de vie dans le sol. Ok, donc j'utilise pas mal de techniques différentes pour jardiner. Donc là, la technique utilisée cette année et ici, c'est que j'ai retiré le paillage au printemps. J'ai utilisé une grelinette en fait pour décompacter la terre sans la retourner. J'ai enlevé le chien-dent parce qu'en fait le chien-dent pousse très très bien ici. Ensuite, j'ai utilisé de la tonte d'herbe que j'ai étalée sur la zone de culture. J'ai remis le paillage par-dessus et puis c'est tout. J'ai directement planté là-dedans. Et en fait, l'herbe nourrit le sol, le paillage protège le sol et l'herbe. Et les plantes poussent très bien comme ça, sans aucun autre apport. Et là, nous voici donc dans le jardin partagé. Donc c'est un jardin où plusieurs habitants du village, donc je rappelle que le village est à 500 mètres, donc vraiment pas loin, on peut venir à pied. Donc des gens du village qui n'ont pas de terrain ont des parcelles sur ce jardin. Plutôt que de faire pousser des légumes et de les vendre, on a préféré faire le choix que les gens viennent jardiner ici et produisent eux-mêmes une partie de leur alimentation. Donc c'est vraiment un des intérêts de ce jardin partagé. Et un autre intérêt aussi, c'est d'avoir plusieurs personnes qui connaissent bien le jardin. Donc pour que je ne sois plus le seul à y venir jardiner, à m'en occuper. Et pouvoir accueillir des gens aussi lors des permanences et pour pouvoir faire des visites. Donc c'est bien d'avoir des personnes qui connaissent assez bien le jardin. Voilà. Et ici on est au centre du terrain, donc ici c'est un peu le centre à la fois géographique du terrain, mais c'est un peu aussi le centre des activités, puisque beaucoup de choses sont regroupées autour de ce centre. Il y a juste à côté de moi donc la spirale aromatique. En général c'est souvent des aromates qui sont cultivés dessus, mais on peut y mettre aussi autre chose. Donc l'avantage de cette spirale, c'est d'avoir beaucoup d'expositions, une partie plein sud, assez en hauteur pour les plantes qui aiment bien la sécheresse et la chaleur. Donc là on a du thym et du romarin, qui aurait bien du mal à pousser ici en zone inondable. Ensuite on a de la sauge, et plus on descend en fait, plus on a d'autres expositions, donc exposition ouest ici, exposition nord par là-bas. Donc on a beaucoup d'expositions, beaucoup de microclimats sur une petite zone, et l'avantage des pierres, c'est qu'elles accumulent la chaleur durant la journée et qu'elles la rediffusent lentement durant la nuit. À côté de cette spirale, on a aussi la pompe à main qu'on a installée à un endroit un peu stratégique puisqu'elle est juste à côté du jardin partagé dont je viens de parler juste avant, et aussi à côté du jardin collectif qui est à quelques mètres. Et puis voilà, donc on a, pour avoir mis cette pompe, en fait, on a quand même découvert qu'il y a une source aussi au centre du terrain, ce qui est quand même pas mal pratique de pouvoir remplir des arrosoirs sans utiliser d'énergie ni nucléaire, ni énergie pétrole, aucune autre énergie que nos bras qui pompent sur la pompe. C'est également le lieu où on a ma serre qui est juste derrière moi. Et au printemps, on a également les châssis dans cette zone-là. Donc c'est une zone très active
Un autre petit détail que j'ai oublié, on a installé, pour l'instant vu que les arbres sont très bas sur ce terrain, on a très peu d'ombre, on a également installé une ombrière faite en fer à béton, des canises qui descendent de côté sud-sud-ouest et qui recouvrent l'ombrière sur le dessus. Et voilà, c'est bien pratique quand on jardine de pouvoir se poser à l'ombre quelques instants. Et juste à ma droite, pour faire de l'ombre également, on a installé une tonnelle donc en fer à béton également, sur laquelle on fait grimper des vignes, quelques kiwis, il y a de la glycine, donc des plantes grimpantes pour recouvrir cette tonnelle et avoir de l'ombre en été. Et puis l'avantage de ce type de tonnelle, c'est que les plantes perdent leurs feuilles en hiver et ça reste ensoleillé tout l'hiver. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en se déplaçant de quelques mètres, on arrive à la zone collective. Alors la différence entre la zone collective et la zone partagée, c'est que ici tout le monde jardine ensemble sur les mêmes zones. C'est pas forcément la personne qui plante qui va récolter. Il y a des personnes qui viennent jardiner une seule fois et qui ne reviennent plus, des personnes qui jardinent très rarement, d'autres personnes un peu plus assidues. Donc voilà, c'est tout le monde jardine ensemble et on partage un peu tout. C'est aussi une zone où on fait des formations. Donc pour l'instant c'est surtout moi qui fais des formations agricole, agroécologique en général, permaculturel, tout ça. On l'a fait surtout dans cette zone-là. Donc là, on a installé une butte pérenne juste à côté. Derrière, il y a d'autres buttes pérennes qu'on a fait lors de d'autres formations. Chacun peut improviser les formes de culture comme il l'entend. C'est-à-dire que là, il y a eu une forme de yin-yang qui a été créée. Mais chacun peut venir avec son envie et créer la zone comme il l'entend et faire une parcelle à partager avec tout le monde. La seule contrainte à respecter, c'est que j'avais planté pas mal d'arbres, de plantes vivaces avant de créer ce jardin partagé. Donc la contrainte, c'est de respecter ces plantes vivaces. Donc là, il y a notamment un cormier, des abricotiers, des gojis, des sauges, des consous, des pruniers, de l'ortie, cerisier, tout ça. Il faut juste respecter ces plantes-là et à partir de là, on fait ce qu'on veut tous ensemble. Voilà, c'est la partie jardin collectif convivial. Super, non ? Voilà, on est dans ma serre tunnel. Donc comme pas mal de constructions ici, en fait, elle a été conçue à partir de fer à béton. C'est un matériau vraiment très peu cher et on peut faire pas mal de formes. Voilà, donc c'est fait maison. On a utilisé de la bâche pour serre. Donc c'est un petit peu le problème de cette serre, c'est que les bâches, ça a une durée de vie assez courte, à peu près 5-6 ans. Et donc quand on fait ce système de serre, on est obligé de changer les bâches assez régulièrement. L'idée, c'est qu'une fois que la bâche sera morte, donc je pense dans 2-3 ans selon comment on arrive à la protéger, c'est de refaire une nouvelle serre, en fait, sans doute une serre bioclimatique, et en utilisant des matériaux plus durables et de récupération. L'idée, à terme aussi, c'est d'agrandir cette serre pour pouvoir faire une partie pour moi où je puisse continuer à cultiver comme je le fais actuellement, et une partie un peu plus collective pour que tout le monde puisse cultiver aussi sous serre sur ce jardin. L'avantage de cette serre, c'est non seulement d'avoir des périodes de culture plus longues, on peut planter plus tôt au printemps, et récolter jusqu'à beaucoup plus tard en automne. Ici, les tomates, si je dis pas de bêtises, il me semble que vers début septembre, il y avait encore des dernières récoltes de tomates. Donc c'est quand même pas mal de cultiver sous serre. Et elle permet également de faire les semis très tôt au printemps avec les godets et tout ça sous serre. Elle est très pratique. Le problème qu'elle a, c'est ses matériaux et donc on va certainement changer tout ça d'ici 2-3 ans. J'ai planté des haies tout autour du terrain. Donc l'avantage des haies est assez multiple. Donc à certains endroits, il y a eu des plantes à feuillage persistant qui ont été plantées pour pouvoir être cachées tout le long de l'année du voisinage. Des Eleagnus, du lierre, du bambou, des cannes de Provence. Voilà. On a installé aussi ces plantes à feuillage persistant selon les envies de se protéger du vent. Mais on a aussi installé des plantes fruitières dans les haies. Donc il y a du prunier, du cognacier. Il y a eu quelques poiriers, je vois du pêcher, voilà, il y a du lilas, il y a aussi du tilleul. Donc on a essayé de faire des haies, j'ai essayé de faire des haies assez diversifiées, voilà, pour nous protéger à la fois du regard du voisinage, à la fois pour nous protéger des vents froids venant du nord, à la fois pour créer des microclimats. Une autre utilité des haies, c'est de pouvoir préserver la biodiversité en fait. On a beaucoup d'espèces qui peuvent attirer pas mal de biodiversité. Et donc en général, pour les haies, j'ai installé les arbres plus hauts sur le nord du terrain pour protéger un maximum des vents froids venant du nord et également pour faire un piège à chaleur parce que le soleil en hiver vient du sud et du coup c'est pas mal d'avoir des haies plus basses vers le sud pour laisser pénétrer le soleil et un peu plus hautes vers le nord pour empêcher la chaleur de partir et empêcher les vents froids de venir. Et c'est d'ailleurs une technique de plantation que j'ai utilisée un petit peu partout sur l'ensemble du terrain.
On peut dire qu'en général sur ce terrain, les arbres les plus hauts sont plantés au nord du terrain et les arbres les plus bas sont plutôt au sud. Donc soit des arbres bas parce que des petites espèces, comme les pêchers, les noisetiers, des espèces assez basses, soit des espèces qu'on peut facilement tailler comme les poiriers. Voilà, donc au sud plutôt des plantes basses, au nord plutôt des plantes hautes. Ici nous sommes dans la zone des buttes, donc il y a 8 buttes de 25 mètres de long. Ce sont des buttes uniquement remplies de terre. Quand je les avais fait ces buttes, c'était pour faire du maraîchage. Maintenant elles me servent surtout à planter les arbres qui aimeraient pas avoir les racines dans l'eau. Ici on est en zone inondable et donc l'hiver il peut y avoir pas mal d'eau au niveau du sol. Donc le fait que ce soit sur butte, c'est toujours bien drainé et ça nous a permis de planter des plantes qui n'aimeraient pas avoir les racines dans l'eau, comme de la vigne, tout ce qui est de la famille des Eleagnus, donc goumi du Japon, olivier des Bohèmes, olivier d'automne. Et ça va me permettre de planter cet automne des amandiers et des oliviers aussi. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est tout, sur cette zone il n'y a rien à dire en fait. Quelques mètres après les buttes, on arrive à la zone du poulailler. Donc c'est un poulailler partagé. On est plusieurs à venir s'en occuper et quand c'est notre jour, on vient vérifier que les poules aient de l'eau et à manger et puis on récupère les œufs. Donc dans ce poulailler, on a fait pour l'instant un système de pondoir assez simple. On devrait le refaire là dans l'année, on va faire un système de poulailler serre qui permettra de garder la chaleur des poules pour chauffer les plantes en serre. Autour du poulailler, on a installé des petits bassins avec des baignoires de récupération. Ça a l'avantage d'attirer pas mal d'insectes et ça permet de nourrir en partie les poules. On a aussi planté des orties de l'autre côté. Les orties colonisent doucement le poulailler, elles rentrent un petit peu, donc ça apporte de la verdure aux poules et ça attire aussi également énormément d'insectes. Dans le parcours surtout il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés. Donc une fois que les arbres auront poussé et que les fruits tomberont, ça nourrira aussi en partie les poules. Il y a aussi un prunier à l'intérieur du poulailler. On a aussi installé à l'intérieur du poulailler un bassin qui attire également des insectes dans le poulailler. Donc voilà, le but c'est de le rendre maximum autonome, qu'on ait le moins d'entretien à faire. Il a été installé là aussi parce que en fait au fond du poulailler on installe du paillage et quand on récolte ce paillage ça nous permet de l'utiliser en mulch dans le jardin potager juste à côté et c'est du mulch enrichi déjà en fientes de poule donc c'est très bénéfique au potager et puis inversement quand les fruits pourrissent au potager on n'a pas beaucoup de mètres à faire pour venir nourrir les poules avec les fruits abîmés du potager. Donc de l'autre côté du poulailler qui est juste là on arrive dans la zone de vie. Alors la zone de vie, en gros, c'est un verger où les arbres sont assez clairsemés, donc avec une prairie entre les arbres. Le but, c'est de pouvoir y installer des tentes et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des enfants qui jouent sans qu'ils aient à se soucier de ne pas piétiner les zones de culture. Dans cette zone de vie, au fond, on a fabriqué en fait un préau. Donc c'est un préau qu'on a fait en chantier participatif pour que des gens qui n'aient jamais rien construit de leurs mains puissent voir que c'est pas si compliqué de faire une construction. Donc on a fait un petit préau, ça nous fait un abri pour les formations, ça nous sert d'abri aussi pour les repas quand on fait des repas partagés. Ça nous sert à nous protéger du soleil quand il fait très chaud et de la pluie quand il pleut. On est en train aussi de construire une cuisine pour pouvoir faire chauffer nos plats et nos tisanes quand on veut. Dans cette zone de vie, il y a également de quoi s'amuser. Il y a une balancelle, une table de ping-pong. C'est vraiment le lieu convivial où on passe pas mal de temps. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est juste à côté du poulailler. Donc quand on a fini nos repas, on a juste à jeter la nourriture aux poules. Elles sont bien contentes de nous voir pique-niquer. Puis voilà, dans cette zone de vie, c'est là où on passe pas mal de temps. Rien de spécial à déclarer sur cette zone de vie. Donc voilà, là on arrive à la fin de la visite. On est vraiment au bout du terrain. Donc sous le tilleul, qui est assez beau et qui nous produit pas mal d'infusions. Nous avons le cabanon qui était là avant qu'on arrive, c'est un cabanon qui nous sert de cabane à outils. On a créé des toilettes sèches juste derrière. Donc les toilettes ont été faites avec l'argile du bassin qu'on a vu au début. C'est des toilettes faites en torchis. De ce côté-là, il y a la rivière. Donc ça nous permet de pouvoir nous baigner, de profiter de la fraîcheur et d'avoir une biodiversité spécifique au bord de rivière. Et puis voilà, c'est le coin le plus ombragé du terrain, donc ça a des avantages et des inconvénients. C'est pas mal en été pour être à l'ombre, mais il y a aussi pas mal de moustiques. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette visite. Il y a évidemment beaucoup plus de choses que je vous ai pas dit que ce que je vous ai dit. Pour en savoir plus, l'idéal c'est de venir nous rencontrer à Brasse, donc au jardin du Grand Jas. Et voilà quoi.